Retour au débat de France 24, deuxième face-à-face. C'était l'une des priorités des Français exprimées, du moins dans leur vote à l'élection présidentielle, moraliser la vie publique. Comment écarter les élus qui dérogent au devoir d'exemplarité? Après une campagne polluée par les affaires, le nouveau pouvoir à peine installé avait promis d'agir vite sur cette question. Le ministre de la Justice, François Bayrou, promet déjà qu'un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres d'ici aux législatives des 11 et 18 juin prochains. Oui, mais problème, les consultations à peine entamées, voilà qu'aujourd'hui le Canard enchaîné jette un pavé dans la mare, c'est le cas de le dire, en accusant le tout nouveau ministre de la cohésion du territoire, Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, d'avoir, lorsqu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne, fait louer à cette société des locaux dont la propriétaire n'était autre que sa compagne. Le gouvernement fait bloc derrière Richard Ferrand qui dénonce, lui, des calomnies. Avec nous, pour en parler, Romain Dupéré. Bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris, animateur de Jurem, les juristes en marche, qui, comme son nom l'indique, donc, marque sa proximité avec le mouvement dont est issu l'actuel chef de l'État et tout nouveau donc président français. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Philippe Pascaud, politologue, vous êtes auteur d'Aller presque tous vous faire 3 points de suspension. 5 points de suspension. Pardon ? 5 points de suspension, les gens mettent ce qu'ils veulent. 5, oui, 5 points de suspension. C'est effectivement, c'est un pendu, hein, il faut arriver à deviner les lettres. Mais ce qu'on veut selon son humeur. On aura tous compris, en tout cas, c'est paru aux éditions Max Milo au mois de mars. Philippe Pascaud, ancien élu, puisque vous avez notamment été l'adjoint de Manuel Valls, alors maire d'Évry, puis conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes à l'initiative d'une pétition qui a abouti à la loi instaurant l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale. Que pensez-vous des révélations aujourd'hui du Canard enchaîné? Y a-t-il, d'après vous, une affaire Ferrand? Non, il n'y a pas une affaire Ferrand, mais il y a une affaire habituelle des élus qui, comme d'habitude, mettent un petit peu dans la confiture, de façon tout à fait légale. Parce qu'à chaque fois, vous remarquerez, il y a une constante dans ce genre de choses. Ils le disent tous d'ailleurs. Oui. C'est légal. C'est ironique de votre point de vue, parce que s'agissant de l'affaire Fillon, on attend d'en savoir plus. Mais l'affaire Fillon était aussi légale, complètement immorale. Comme l'affaire Ferrand. Oui, sauf qu'une instruction judiciaire a été ouverte dans les 24 heures. Mais là c'était de l'argent public, et là, c'est pas de l'argent public, c'est une affaire privée. En plus, là, il n'y a pas eu de plainte. Oui. Mais quand vous réfléchissez bien sur cette affaire... Pas de soupçon de favoritisme, pas de début écoutez, de moi, je suis vachement étonné, parce que, d'après ce que j'ai lu, le Canard enchaîné, et en général, le Canard enchaîné a de bonnes informations, la SCI n'était pas encore montée quand ils l'ont voté en conseil d'administration. Alors voilà. Dans le rapport du conseil d'administration, il n'y avait pas le nom que c'était la femme de monsieur. La SCI était montée à 100 francs avec 2 actions. Peut-être qu'on va expliquer très rapidement pour ceux qui nous regardent ce que dit le Canard enchaîné. Après, je laisserai évidemment Romain Dupéré commenter et réagir. Ce que nous dit le Canard enchaîné, c'est que, alors même que Richard Ferrand dirigeait les mutuelles de Bretagne, donc cette société cherchait de nouveaux locaux. Elle a fait appel à plusieurs entreprises pour lui en trouver une, plusieurs sociétés spécialisées, des SCI, sociétés civiles immobilière, parmi lesquelles Saka, société de Sandrine Doucet, qui se trouvait être la compagne de Richard Ferrand. Elle n'était pas propriétaire des locaux au moment où elle les propose en location en janvier 2011. Ce n'est qu'une fois l'engagement pris auprès des mutuelles de Bretagne que les statuts de la société seront déposés. Alors ensuite, effectivement, on s'aperçoit, et c'est ce que dit les mutuelles de Bretagne, à l'époque, Saka était le mieux-disant. Autrement dit, ça n'a pas coûté d'argent à la société, au contraire, par rapport au choix éventuellement d'un concurrent. Pour vous, Romain Dupéré, il n'y a pas d'affaire? Il y a un article, non, je ne pense pas qu'il y ait d'affaires. Donc, bon, moi, je suis un animateur d'un comité de réflexion, donc je ne suis pas l'avocat de Richard Ferrand, ni même le porte-parole. Vous connaissez le droit et ce dossier vous parle. Effectivement, mais c'est important de le préciser, je ne suis pas non plus le porte-parole d'En Marche. Nous, on a vocation à susciter la réflexion, à promouvoir la moralisation. Donc, encore une fois, c'est dans ce cadre assez spécifique. En gros, la justification aujourd'hui, c'est de dire que ça n'a rien coûté aux contribuables, puisque c'était le mieux-disant. Et les mutuelles de Bretagne elles-mêmes ont choisi le bailleur qui se trouvait être le mieux-disant. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pour ça que c'est difficile de faire le parallèle avec d'autres sujets qui nous ont animé un peu les informations au cours des derniers mois, parce qu'effectivement, la situation est fondamentalement différente. Richard Ferrand s'en était expliqué. Il n'a pas démenti, d'ailleurs, les faits qui sont allégués par le Canard enchaîné. Il les a contextualisés.
Il a rappelé que c'est une décision qui avait été prise par un organe indépendant, le conseil d'administration de la société, dont il ne faisait pas partie, qui est une décision qui a été prise en connaissance de cause, en connaissance du fait que cette société SACA était dirigée par la compagne de M. Ferrand, Oui. et sur la base d'éléments objectifs qui étaient la proximité des transports en commun, la surface et le prix, comme vous l'avez rappelé. Ça ressemble quand même un petit peu, excusez-moi, à la com, on dirait que ça s'appelle un petit délit d'initié. En plus, quand vous savez que les actions ont pris 3000, ils sont devenus 3000 fois Comment plus vous importantes. expliquez que justement cette société SACA soit aussi bien portée alors même que c'était celle qui proposait le loyer les plus faibles Quand vous connaissez, mutuelles de quand Bretagne. vous connaissez le patron, c'est facile d'être le moins de 10 ans, excusez-moi. On va poser les cartes sur la table. Donc c'est vrai que... dire quand il y a l'appel d'offres était pipé d'une certaine manière. Écoutez, la SI n'était même pas déposée. La SI n'était même pas déposée. Et elle obtient le marché. Et en plus, elle sait pertinemment que les travaux vont être faits. Il y a eu 184 000 € de travaux faits qui ont été payés. Oui. Mais c'est un bonheur de faire des affaires comme ça. Sauf J'aimerais que bien. tout le monde y gagne au final, puisque Mutuelle de Bretagne dit nous-mêmes, on avait tout le monde y gagne, le surtout, mieux disant, donc surtout, celui qui nous a coûté le moins cher. Surtout, tout le monde y gagne, surtout la femme de M. Ferrand. Par contre, les salariés, quand ils déposent à la caisse d'épargne, ils n'ont pas 3000% d'intérêt. Oui. Enfin, tout le monde y a gagné. C'est vrai que les autres participants à l'appel d'offres auraient gagné encore plus. Oui. Je pense que c'est le sens du propos de M. Ferrand. Il faut poser les choses sur la En table. tout cas, c'est important de ne pas y voir de délit d'initié, qui est un délit tout à fait spécifique, avec des conditions et des éléments constitutifs qui ne sont absolument même pas avancés par le Canard enchaîné, qui rappelle que M. Ferrand a été à la direction de cette entreprise pendant longtemps, qu'il l'a sauvé d'une situation difficile, et le Canard enchaîné le dit lui-même, il n'y a pas de délit, contrairement au cas de M. Fillon, où la question de la légalité est encore posée. Mais tout à fait. Fillon l'a dit pendant longtemps, il n'a pas fait de délit, il n'a rien fait. Le parquet national financier n'est pas d'accord avec cette appréciation, puisqu'il a mis en examen M. Fillon, son épouse et son suppléant. Donc la situation, juridiquement parlant, est fondamentalement différente de celle de M. Ferrand, parce que le parquet national financier a dit dès aujourd'hui qu'il n'ouvrirait pas d'enquête concernant M. Encore une fois, je ne me place pas même pas sur le plan de la légalité, puisque tout a été verrouillé. Vous placez sur le plan de la morale. De la moralité. Parce que nous sommes soi-disant en pleine moralisation. Oui. J'ai du mal à comprendre que le propre bras droit de M. Macron commence par nous faire découvrir un truc où quelque part, excusez-moi, c'est pas clair. Oui. Excusez-moi, on va pas tricher. SCI pas monté, prêt accordé. Faut pas tricher, arrêtez de tricher avec les Français. On peut faire comme M. Fillon, comme les autres d'avant, continuer à trouver des excuses. Il a mis un petit peu les doigts à la confiture. La société s'est montée a posteriori en se prévalant d'une certaine manière du contrat qu'elle venait d'obtenir pour pouvoir acheter ensuite vous avez les locaux. tout compris. Ça. Et c'est vachement pratique. C'est ce que dit. C'est vachement pratique de faire des affaires avant de signer un contrat, avant de monter sa société. Enfin, c'est de l'investissement locatif, c'est d'une banalité franchement affligeante. Oui, mais c'est comme l'optimisation fiscale. Ça peut être légal, c'est pas toujours moral. On est d'accord. Ça, il faut voir. Chacun y a trouvé son intérêt, comme vous le rappelez. C'est de l'argent privé. La Société Mutuelle de Bretagne y a trouvé son intérêt. La preuve le est qu'elle a contribuable n'est pas renouvelé lésé, ce il faut bail. le rappeler. C'est pas de l'argent du pas le moins du monde, contribuable pas et le moins du apparemment monde. la société elle-même y trouve son compte, donc c'est même pas de l'argent de la société au final. Il n'y a pas de perte d'argent. C'est de l'argent de la société qui a payé un loyer, comme ça arrive à beaucoup de sociétés en France. Et elle était à ce point satisfaite qu'elle a renouvelé mais en tout le cas, bail. Philippe, parce que nous dit on sait à qui ça a profité. C'est vrai que pour les concurrents qui n'ont pas profité de cette proximité-là, alors encore une fois, il n'est pas prouvé que c'est la proximité avec Richard Ferrand. Honnêtement, je suis désolé, ça fout mal. Au moment où vous balancez au peuple français que vous allez moraliser la vie publique en empêchant les femmes et les enfants de parlementaires d'être... C'est l'autre aspect de la révélation du Canard enchaîné, puisque d'après le Canard enchaîné, Richard Ferrand aurait offert un emploi d'assistant parlementaire à son fils. Là aussi, il l'admet, pendant quelques mois d'été en 2014, pour un montant qui s'élève au total à 8 704 €. On ne parle pas non plus de sommes énormes. C'est le cas d'ailleurs, on le sait aussi, de Bruno Le Maire, qui l'a pas nié non plus. Est-ce que, alors là encore, à l'époque où ça s'est fait, c'était absolument pas illégal, mais est-ce que dans les circonstances actuelles où il s'agit effectivement de moraliser la vie publique, est-ce que ça ne fragilise pas les personnalités en question ? Je crois que de toute façon, la moralité, c'est une notion évolutive. Et clairement, la campagne l'a montré, il y a une évolution sur le statut des collaborateurs parlementaires qui doit se faire. Et ça fait partie de la proposition d'Emmanuel Macron, notamment d'interdire ces emplois familiaux. Les emplois familiaux, voilà. Est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions au moment où, justement, on élabore une loi dont le but est d'interdire ces emplois familiaux ? Mais la situation est encore une fois assez différente dans le cas de M. Ferrand, parce qu'il a tout de suite été très transparent. Il a pu indiquer très rapidement quelles étaient les dates auxquelles son fils a été employé, quelles sont les tâches qu'il a accomplies, ce qui est quand même
toujours pas le cas d'autres personnes dont on s'interroge toujours quelle a été leur fonction. Là, très vite, il a pu produire des emails en disant il s'occupait de mon blog, de ma page Facebook, de ma lettre d'information bimensuelle. Il a été payé au SMIC. Donc on est dans une situation qui est quand même beaucoup plus transparente, ce qui est une évocation de la moralisation, que d'autres situations dont on a eu à connaître dans un passé. Oui, en gros, il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif en l'occurrence, hein, c'est ce que vous dites. Il y a bien un contenu qui est avéré. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que ça me fait vachement rigoler. Encore une fois, malheureusement, je le constate, la montagne accouche d'une souris. Donc là, maintenant, c'est clair, hein, les femmes et les enfants ne pourront plus travailler. Parce que moi, je ne remets pas en cause le fait que sa femme ou son enfant travaille avec soi du moment qu'il travaille. Oui. Ce qu'atteste aujourd'hui... Donc moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est de l'interdire de cette façon-là. Parce que c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que, excusez-moi, Romain, mais quid des maîtresses demain ? Quid des amants? Donc les amants et les maîtresses, ils vont pouvoir continuer à travailler. Vous voulez dire de l'entourage lorsqu'il n'y a pas de lien, le lien de famille. Mais c'est un leurre qui sont en train de nous balancer. Donc la femme et les enfants ne pourront pas travailler, mais on ne résoudra pas le problème. Donc, il ne faut pas l'interdire, c'est ce que vous dites. Mais non, il ne fallait pas l'interdire. Ce qu'il fallait faire, c'est de travailler sur le profil du poste, travailler sur la compétence. Là, c'était intéressant. Donc il n'y a pas d'affaire. Mais on pourra toujours continuer à avoir des emplois fictifs, sauf qu'au lieu que ça soit sa femme, ça sera sa maîtresse. Et en plus, en faisant ça, moi, je suis le député A. Je veux dire, c'est vachement simple. Je vais voir un député B, je lui dis d'embaucher ma femme. Et le député B, il embauche mon fils. Eh bien, je suis dans les clous. Monsieur Macron... Oui, en voie d'ascenseur, quoi. Monsieur Macron, là, il est en train de proposer une loi bidon. Oui, là, vous caricaturez un peu les propositions qui sont beaucoup plus riches et globales. Excusez-moi, je ne fais que lire ce qui est proposé. Justement, on va peut-être aller, parce que c'est quand même ça aujourd'hui le cœur de notre débat. En gros, voilà, que faut-il proposer? Est-ce que l'arsenal législatif aujourd'hui est insuffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin? On se souvient qu'on avait déjà légiféré après l'affaire Cahuzac, notamment d'ailleurs sur la constitution, la création de sociétés de conseil ou autres. Ça avait donné lieu d'ailleurs à disons, la précipitation chez certains qui s'étaient empressés de monter des sociétés de conseil. Il y a un monsieur qui avait monté une société 2F, 2 jours avant le député. On lui a d'ailleurs suffisamment reproché pendant la campagne. Normal. Romain Dupéré, vous attendez quoi, vous? Et évidemment, on va demander à Philippe Pascot, qui était déjà à l'origine d'une précédente loi de moralisation. Donc effectivement, il y a déjà un existant en matière de moralisation de la vie politique qui s'est beaucoup construit en réaction à des scandales. Vous l'avez dit, c'est le scandale Cahuzac qui a donné lieu à une première loi en 2013, puis il y a eu la loi Sapin plus récemment, au mois de novembre, qui allait un peu plus loin, qui a encadré le rôle des lanceurs d'alerte pour essayer de prévenir ou de sanctionner rapidement les choses déviantes. Vous y reviendrez si vous voulez, mais il y a eu aussi un encadrement du lobbying, il y a eu des choses qui ont été faites, mais effectivement, le moment est assez propice pour aller plus loin. Pourquoi est-ce propice? Parce que justement, notamment le mouvement En Marche promeut beaucoup de candidats d'une nouvelle génération, de la société civile, et qui font campagne en connaissance de cause. Ils savent que maintenant, la première loi qu'ils vont avoir à voter, c'est une loi qui va beaucoup modifier leur statut, qui va l'encadrer. Et notre but, c'est pas de brimer les parlementaires, au contraire, c'est d'essayer de les réhabiliter, de retisser le lien entre les électeurs. Vous allez faire rentrer à l'Assemblée des gens qui auront le nouveau logiciel d'une certaine manière bien en tête, et pas les mauvaises pratiques héritées de temps anciens. Dans le cas de l'affaire Cahuzac, le problème, c'est que les députés ont été un peu pris à froid. Ils ne savaient pas qu'ils auraient à statuer sur ces dispositions pendant leur mandat. Tandis que là, maintenant, les députés savent que ces propositions vont être les premières sur lesquelles ils vont avoir à voter, donc ils se présentent en connaissance de cause. Alors justement, on va écouter, et je vais vous faire agir juste derrière Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous allez voir qu'il n'y a pas que La République En Marche qui compte faire de la morale en politique un thème de campagne. Bon, je demande tout simplement que le Premier ministre et surtout le garde des Sceaux, qui nous a dit qu'il faisait de la transparence, la question de son accord avec Emmanuel Macron, je demande solennellement qu'aujourd'hui, il s'exprime sur le sujet. Voilà, sur le sujet, évidemment, les révélations du Canarché sur Richard Ferrand. Ça veut dire qu'on va avoir une campagne législative qui va être sur le même, le même registre que celle des présidentielles. Là, ils lavent tous plus blanc que blanc. J'adore M. Cambadélis qui se réveille quand il s'agit du Premier ministre, mais quand il y avait des affaires chez lui, je ne l'entendais pas beaucoup. Sur Bruno Le Roux, on ne peut pas dire quand même qu'ils aient attendu longtemps. Ils ont été d'une célérité assez exemplaire en la matière. Ce qui me gêne encore une fois, c'est que malheureusement, on noie les nouvelles propositions avec des blabla, etc., qui, en fin de compte, ne correspondent pas à la réalité de ce qu'il faudrait faire de façon simple. Moi, je ne suis pas un type compliqué. Vraiment. L'histoire des assistants parlementaires, c'était tellement simple de voter une loi sur le profil et sur la compétence. Mais c'était vachement simple. On résolvait tous les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrêtait d'embaucher comme assistant une apprentie coiffeuse comme assistant parlementaire. Vous pensez qu'il y a une intention de noyer le poisson? Mais comme d'habitude, comme sur après l'affaire Cahuzac. La loi sur le patrimoine que doivent déclarer les élus, c'est une véritable honte, cette loi-là. D'abord, c'est une déclaration sur l'honneur et c'est un vrai parcours du combattant pour aller la voir.
Ces gens-là font des lois après, un pas en avant, deux pas en Vous arrière. comptez changer les choses sans vouloir incriminer qui que ce soit. On sait qu'un certain nombre d'élus, et même des membres du précédent gouvernement, on pense notamment à Jean-Marie Le Guen, avaient omis de déclarer un certain nombre d'éléments de leur patrimoine. Il n'y a pas eu de conséquences. Non. Si vous voulez, pour le passé, c'est à la justice de trancher. Nous, on n'est pas là pour s'ériger en juge, comme le fait Jean-Christophe Cambadélis ici, qui appelle au garde des Sceaux, qui n'a pas pour rôle de juger ses affaires. Nous, on va travailler sur l'avenir. Et la première des mesures, effectivement, c'est une mesure qui avait été portée par Philippe Pasco, c'est le fait que les candidats ne peuvent pas avoir d'inscription à leur casier judiciaire s'ils veulent se présenter. Casier judiciaire B2. B2, exactement. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un casier judiciaire vierge de certaines infractions d'atteinte à la probité. Et les mœurs. La corruption, la concussion, la fraude électorale, la fraude fiscale et d'autres choses que on connaît par cœur par ailleurs. Donc ça, c'est la première mesure très concrète. Et si on est d'accord, tant mieux, on va aller de l'avant là-dessus. Pourquoi simplement la présidentielle en gros le pouvoir législatif? Pourquoi pas les exécutifs locaux, par exemple? Cette loi-là est étendue à tous les mandats à partir de 2020, y compris les maires. Et même au-delà des mandats aussi, au cabinet ministériel. Donc c'est une loi qui porte sur beaucoup de gens. Sachant que, par exemple, dans le cas de notre mouvement, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas je le sais pour notre mouvement, c'était une exigence pour tous les candidats. Tous les candidats investis ont attesté sur l'honneur qu'ils n'avaient aucune inscription au casier B2. J'étais à La Réunion il n'y a pas longtemps, il y a même monsieur Thierry Robert qui a été investi pendant 1 heure et il a fallu que je passe un petit coup de fil pour qu'on lui retire son investiture quand même. En tout cas, c'est vrai que c'était un engagement, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Macron. Retenu manifestement. Aujourd'hui, c'est la seule proposition concrète que je reconnais totalement valable, entre guillemets, sans effet pervers induit, dans ce que propose le président. Bon, il y a des choses sur l'encadrement des lobbies, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord dessus, sur l'existence d'un répertoire numérique qui existe, mais qu'il faut mettre en œuvre de manière efficace, sur les registres, vous savez, qui sont tenus par l'Assemblée, pour qu'on sache qui contribue à l'élaboration de la loi, et si vous avez contribué à l'élaboration de cette loi, vous avez dû, j'imagine, vous inscrire sur ces registres. Et on a même fait des allers-retours pour rédiger la loi. Voilà, et donc si vous l'avez fait, effectivement, il faut qu'on sache qui pèse sur la décision du législateur, et sur ce genre de choses, c'est très concret, et je pense qu'on peut avancer ensemble. Sur l'encadrement des lobbies, Philippe Pasco, parce que là, c'est un vieux serpent de mer, on le dit depuis très longtemps, on sait, alors c'est particulièrement vrai au Parlement européen, mais c'est vrai aussi en France. Mais c'est clair. On sait que des pouvoirs financiers, notamment des entreprises, payent des élus. Voilà. Alors, j'ai les preuves. Paye des élus. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Il faut déjà ça. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Le premier élu qui se fait gauler, il faut être intraitable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand un élu se gaulait, il n'a pas une circonstance aggravante, il a des circonstances atténuantes. Moi, quand je vois, excusez-moi, Madame Rachida Dati, qui reçoit en tant qu'avocat un horaire 400 000 € sur son compte, et qu'une semaine après, il y a une directive qui sort pour défendre les pétrogaziers pour pouvoir installer l'huile et le gaz de schiste en France, je me pose des questions. Je dis simplement que dans la loi des conflits d'intérêts, ce que je vois chez M. Macron... À quelle république d'Asie mineure? Je vois sur la lutte contre les conflits d'intérêts, M. Macron et M. René Dosière, qui est sympathique par ailleurs, ils veulent tout supprimer. Et ça, c'est bien, sauf le métier d'avocat en même temps qu'on est parlementaire. Moi, j'ai du mal à comprendre. Un parlementaire, comment il peut être avocat en même temps? Il faut arrêter de se masquer. Un parlementaire, c'est un parlementaire, point. Et faisons les choses totalement. Quand vous êtes parlementaire, vous ne pouvez pas faire autre chose à côté. Et ça ce n'est encore pas directement. Ce n'est pas encore. Vous n'allez pas devenir parlementaire, mais ce n'est pas encore dans la loi qu'on nous propose. Donc on nous propose des leurs. D'un côté, ils pourront plus le faire, mais ils vont se débrouiller pour le faire par côté, parce qu'on laisse encore la porte ouverte. Et ça, c'est pas bien. Et bon, je pense qu'on est d'accord sur les objectifs. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un débat constructif sur les modalités pour y arriver. Et pour ce qui est des conflits d'intérêts, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, je suis avocat et j'ai écrit cette semaine dans une interview qu'il me semblait pas souhaitable que les parlementaires élus continuent à exercer leur activité d'avocat. Merci Romain, on est d'accord. Alors je ne me suis pas fait que des amis dans ma profession, je pense que c'est une magnifique profession qui a beaucoup de défis à relever et que ce sujet ne fait pas partie des sujets cruciaux de c'est la porte ouverte au lobbying, c'est la porte ouverte au magouille. Donc vous voyez, on peut être d'accord, je sais qu'il y a un... Mais ça, c'est un sujet qui est délicat. J'aimerais bien que cette vidéo atteigne le président et qu'il tienne compte de ce qu'on dit. Vous êtes d'accord, Philippe Pasco, que même si vous reprochez des insuffisances, vous dites on va passer loin, il y a une prise de conscience, c'est que Emmanuel Macron et pour l'heure le gouvernement Philippe veulent aller dans la bonne direction, qu'il y a les intentions en tout cas qui sont affichées vont dans le bon sens. Alors, je trouve que c'est facile de dire qu'on va dans le bon sens en y allant en marche arrière. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Et c'est ça qui m'agace. Parce que je ne veux plus que les Français soient pris pour des cons. Je veux dire, proposer par exemple, et c'est bien... il ne faut pas se défiler. Mais oui, c'est bien de dire, alors maintenant, on n'aura plus le droit d'avoir 3 mandats successifs identiques. Ah, c'est génial. Tout le monde va applaudir en surface.
je fais Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev. Et je suis encore là 40 ans. Il y a même un type qui s'appelle Lagarde, qui a fait encore plus fort. Il refile un de ses Donc mandats pas à sa successif. En femme. gros, ce que vous dites, c'est pas 3 mandats successifs. Mais faut arrêter. 3 mandats tout court. Mais 3 mandats tout court. Oui. Et puis après, tu rentres chez toi. Parce que être élu, ce n'est pas une profession. Être élu, c'est une vocation. C'est s'occuper de la vie de la cité. Pourquoi on veut en faire des professionnels ? 3 mandats successifs identiques, c'est un leurre. L'intelligence populaire, excusez-moi, ça aurait été juste de dire 3 mandats, tu rentres chez toi, 2 mandats, tu rentres chez toi. Là, on évitait que les élus s'installent dans l'opulence. Là, on évitait que les élus soient encore là 40 ans. Parce qu'on ne change pas le problème. La loi, elle n'est pas encore écrite. Hein. On va voir Non, ça dans le exactement, projet elle est de en loi. cours de discussion, c'est pour ça que... J'aimerais bien que le président écoute le peuple. Oui, Et voilà, pas c'est le garde des Sceaux qui s'en occupe pour l'instant. Son premier jour de mandature, il a reçu Anticor, Transparency International et René Dosière, donc il se nourrit de toutes ces réflexions. Nous, on est là pour effectivement les porter et donner de l'impulsion aussi. Et effectivement, on a des idées assez claires sur ce qu'il faut faire et des idées très Prenez concrètes. des vraies décisions. Oui, et Moi, j'ai effectivement- entendu qu'il devait y avoir 577 candidats, et vous parliez tout à l'heure de réhabilitation. Ouais. Réhabilitation des mecs comme Valls, réhabilitation des mecs comme Estrosi. Pourquoi on n'a présenté personne contre ces gens-là ? C'est difficile C'est de facile. voir... Alors, ces gens-là, vous êtes en train de vous battre entre chefs, et puis vous allez chacun sur votre ring. Aucun monte sur le ring pour se taper entre soi. Il y a peut-être Ils vont aussi juste dans l'affaire des endroits. personnelle que nous ne jugerons pas. Non, non, entre je vous juge- et Emmanuel Valls à Évry. Mais non, non, Il y a ça n'a rien à voir. plus Je cite Manuel parce que Ouais. je me suis aperçu qu'il n'y avait personne contre lui. Et je suis Estrosi, je cite toujours la droite et la gauche. J'ai aucun souci avec Manuel Valls. C'est un type qui a fait son boulot. Je suis plus d'accord avec lui. Je trouve qu'il est passé de l'autre côté du miroir et que maintenant c'est Dark Vador. Mais c'est un avis personnel. C'est un avis personnel. Je trouve simplement qu'il aurait été logique d'aller jusqu'au bout et de ne pas garder ce que j'appelle des élus périmés ou des élus frelatés. Et là, on fait attention aux élus frelatés et périmés, ce qu'on nous a pas dit avant l'élection. Il y a 51 endroits où, quelque part, on ménage des élus qui ont fait les preuves du fait qu'il faut qu'ils aillent faire un autre métier. Ils sont peut-être pas tous achetés non plus. Je n'ai pas dit ça, et Sur j'ai les pas dit qu'ils 51. étaient achetés. J'ai dit simplement qu'on les réhabilite, ces gens-là. Et moi, j'avais pas envie qu'on réhabilite des élus périmés ou des élus Alors, frelatés. je pense pas que c'est ce qu'on puisse retenir des investitures du mouvement En Marche. Si vous voulez, dans ma circonscription, c'est une jeune fille de 26 ans qui a été investie, qui a pas de passé politique particulier, et c'est comme ça la réalité dans plus de 500 circonscriptions. Romain, Alors c'est vrai que Romain, t'attachais toujours au cas pardon. particulier, un peu Pardon, Romain, problématique. pardon, Ce Romain. d'autant plus que, si vous voulez, Manuel Valls, il n'est pas incompatible sur le plan des idées. C'est ça qui est Mais important c'est pas pour nous mon aussi. problème. Philippe, parce qu'on peut quand même saluer, enfin en tout cas beaucoup d'observateurs politiques l'ont fait, la prouesse déjà pour un mouvement qui n'existait pas il y a un mais an, à trouver 511 ou... 500, oui. encore une fois, il n'y a pas de problème. Je Candidat. salue la prouesse. Je salue le produit marketing. Je voudrais simplement que le produit marketing se transforme en quelque chose d'utile pour l'ensemble de la population et qu'on ne soit plus dans un produit marketing. Et là, j'ai encore un petit peu l'impression, excusez-moi Romain, qu'on est dans un produit marketing qui a bien été vendu. Mais vous verrez Maintenant, quand je voudrais l'Assemblée les sera élue, mais c'est que ça n'a rien Romain, d'un produit encore une fois, marketing, c'est les une vraie discours, Assemblée nationale les discours, telle qu'elle existe. Les discours, les actes. Moi, j'ai entendu, avant la présidentielle, il y aura 577 candidats dans toutes les circonscriptions. Et je vois, après la présidentielle, ah bah non, sur 51, on va pas le faire Ouais. parce qu'on veut pas faire de mal à Ça tel. fait moins de 10% quand même, hein. Mais- On peut Ouais, reconnaître. je qu'il suis faut ne d'accord. pas y voir de jusqu'au bout. progrès. Encore une fois, Ouais. j'entends simplement le même Ouais. discours que les autres. Les discours, et puis pas tout à fait la même chose. une fois qu'on S'il est doit élu. tenir toutes ses C'est promesses à bizarre. 90%, je pense qu'on l'en Mais excusera. À ce moment-là, je vais vous Bon. dire un truc vachement simple, Romain. Ce que je dis toujours, faites moins de promesses, tenez-les plus. Si c'est à 90%, Ouais. encore une fois, on en fera notre C'est affaire. c'est vrai que s'il fait 90%, c'est pas pour faire forcément tresser je des lauriers comprends. au nouveau pouvoir, mais enfin c'est vrai que ce serait déjà jamais vu. Hein, d'une mais je vais certaine voir manière. le PS, je vais voir le LR. Ils vous disent aussi qu'ils ont tenu leurs promesses à 90%. Moi, ce que je veux, c'est des promesses qui sont tenues à 100%. Faites-en moins. Oui. Vous nous auriez dit dès le début qu'il y aurait 510 candidats. Il n'y a pas de problème. Vous nous auriez dit dès le début qu'on laisserait des élus périmés et qu'on mettrait jamais personne contre eux pour Oui. surtout pas les froisser parce qu'on peut en avoir besoin pour la suite. Je vous aurais écouté, ou je serais aujourd'hui en train d'applaudir M. Macron. Le parquet, on l'a dit tout à l'heure, a décidé de ne pas se saisir pour ouvrir une enquête. Eh bien, les Républicains vont le faire pour lui, puisque c'est ce qu'indique à l'instant Bernard Accoyer. Ils ont décidé, les Républicains, donc, de saisir le parquet national Oui, ils se financier vengent. afin qu'il ouvre une enquête. Ils Voilà. se vengent. Alors ça n'a la rien suite d'une de la vengeance parce que présidentielle. le mouvement En Marche n'a jamais Ouais. soufflé sur les braises Oui, des affaires pendant la campagne d'accord. électorale, donc c'est pas du tout d'une réciprocité. Au contraire, nous on a été dans une dynamique et une réflexion Je peux être qui d'accord n'est avec vous. Là, les manifestement pas le Républicains cas de nos sont adversaires. encore en train de faire de la petite politique. Oui, ce qu'on s'est refusé à faire depuis des Est-ce mois. qu'il faut que la loi vise la transparence totale ou Oui. bien la morale, ce qui n'est pas toujours la même chose? Déjà, s'il y a une transparence totale, il y aura moins d'abus. Moi, c'est ma formule. Plus il y a de transparence, moins il y a d'abus. Parce que tout se fait dans le secret. Donc, moins c'est secret, moins on peut truander. Donc, je voudrais de la transparence totale. Pourquoi on ne peut pas être transparent? Moi, pendant 30 ans, j'ai eu un boulot, j'ai mis mon salaire derrière ma tête.
tout le monde faut voir combien je gagnais par mois. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Il y a de honte à le cacher. Parce que quand vous commencez à le cacher, ça veut dire que c'est pas clair. Oui, c'est pas notre programme. C'est pas notre programme de le cacher. Il y a quand même de plus en plus d'informations qui est publique. Bon, là, par exemple, je suis venu avec les dotations en matière de réserve parlementaire de tous les députés, donc on sait à quoi ils dépensent. Alors, parce qu'ils sont dedans. Ah non, ouais, là, je sais que j'ai vu que j'avais Poney Calin qui avait reçu 35 millions. Ce n'est pas encore les élus qui ont défini ça, c'est un des monsieur Hervé Le Breton qui, tout seul, encore une fois, le peuple, s'est battu comme un fou pour que ça soit public. Oui, bien sûr. Et maintenant, après, on le récupère. Enfin, moi, je constate le progrès. Sinon, ça n'aurait jamais été fait. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a articulé un projet, un objectif. La moralisation, c'est un objectif avec 3 mots d'ordre, l'impartialité, l'exemplarité et la probité. Et ça va s'articuler autour d'un certain nombre de mesures qui sont en discussion et qui se veulent très concrètes, notamment la limitation dans le temps du cumul des mandats. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir accepté de débattre de ces projets de moralisation qui devraient être dévoilés en Conseil des ministres d'ici au premier tour des élections législatives. C'est le 11 juin prochain en France. Merci, restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.